bonsoir. On va essayer d'être rapide. Je vois que les pizzas sont déjà là. Je pense qu'on a tous un peu faim, mais bon. Donc on va être un peu dans la continuité de ce qui a été présenté précédemment. Donc on va vous présenter un peu la philosophie Helm en JavaScript. Donc on va se présenter. Donc moi je m'appelle Théophile. Je suis lead dev chez Wika. Donc, on fait de la location de voitures en particulier. Et moi c'est Guillaume et je suis front développeur aussi chez Wika avec Théophile. Alors, du coup, je vais vous faire un peu poser un peu le contexte. En gros, chez Wika, aujourd'hui, on a principalement du code JavaScript, côté client, 115 000 lignes, du React avec du jQuery, un peu de code legacy aussi, hein, forcément. Le projet est venu. Beaucoup de développeurs, des devs qui partent, des d'autres qui arrivent. Donc, on a un challenge assez important, c'est comment réussir à avoir une architecture maintenable tout en ayant ces facteurs, quoi. Donc, une des solutions qu'on met pas mal en place, c'est l'idée de s'inspirer du langage Helm pour son architecture. Donc, qu'est-ce que Helm? Je ne sais pas si dans la salle, beaucoup de gens en ont entendu parler. Qui en a entendu parler? Qui a essayé? Ah oui. Beaucoup de monde. Qui l'utilise en prod? C'est une question. Helm, donc, comme vous l'avez peut-être pu voir, c'est un langage qui est purement fonctionnel. C'est-à-dire qu'on peut écrire par construction, on ne peut écrire que des fonctions pures. Il y a une entrée, ne peuvent envoyer qu'un seul résultat. Ils ne peuvent pas envoyer d'exception ou de faire de side effect. C'est un langage qui est entièrement typé. Un programme ne pourra être lancé qu'une fois que tous ces types auront été vérifiés et toutes les erreurs de type auront été vérifiées. Et il se compile vers du JavaScript. Il a été conçu dès le début pour faire du dev front-end. Ça s'intègre bien avec JavaScript. Et M, il propose également une architecture donc, à base de modèle update view, donc un peu dans l'esprit de cycle. Et cette architecture, là, je vais la montrer sur un exemple. Donc l'exemple classique du compteur. C'est un peu le code Helm. Donc la démo. Je vais grossir. Donc là, on a un compteur classique. On va incrémenter. Décrémenter, c'est moins. On va définir notre application en trois parties. Avec d'abord un modèle qui, nous, dans notre cas, sera un entier, donc la valeur du compteur. Une vue, qui va être une fonction qui va prendre le modèle et qui va renvoyer le HTML correspondant. Donc, dans notre cas, ça va être une simple div avec d'abord un bouton décrémenté, un bouton incrémenté et la valeur du modèle, c'est-à-dire la valeur du compteur. Et on va avoir une troisième partie qui va être l'update. On va présenter comment le modèle peut être modifié. Donc on va avoir deux types de messages envoyés par l'interface. Donc le fait que l'utilisateur a cliqué sur incrémenter ou décrémenter. Et à partir de ce message, on va expliquer comment on modifie le modèle, c'est-à-dire la valeur du compteur. Donc ça, finalement, quand on incrémente, on ajoute 1 au modèle, sinon on enlève 1. Essaye ici, peut-être. Ici, c'est peut-être facile. Ah, voilà. Super. Donc, les intérêts reconnus de Helm, c'est la facilité de débugage, donc, notamment grâce à l'utilisation d'un système de type for.
et l'utilisation uniquement de fonctions pures. Il y a même des gens qui disent que un programme Helm qui compile, c'est un programme qui n'a pas de bug. Notre intérêt de son architecture, c'est de sa composabilité. On va pouvoir facilement prendre des morceaux d'interface et les assembler sans avoir trop peur qu'il y ait des interactions entre elles. Et on va aussi pouvoir facilement maintenir son code, facilement écrire des tests, et, avoir un code qui est plus lisible pour plus facilement avoir des nouveaux développeurs qui rentrent ou qui sortent dans le projet. Alors du coup, la question, c'est comment on peut se rapprocher de cette philosophie en JavaScript. Il y a plusieurs moyens de le faire. Le plus radical, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de demander à votre patron si on peut passer ton Helm. C'est la réaction qu'on pourra avoir, on n'a pas essayé. Sinon, on choisit de passer à une stack plutôt Redux avec son écosystème. Alors, Redux en fait a été créé par Dan Abramov il y a un an seulement. Et donc il s'est beaucoup inspiré en fait du pattern Flux et de Helm. Chez Wika, on a donc naturellement décidé d'aller dans cette direction, tout simplement. En gros, on a plusieurs avantages, c'est que la stack elle est connue, on reste sur un langage qu'on maîtrise, qu'on connaît. L'écosystème est plutôt riche, avec tout ce qui est des tools pour débugger ce genre de choses. Les développeurs, en tout cas, ils sont en tout cas contents de pouvoir bosser avec ça, comparé à du JavaScript classique. Et le business aussi est content parce que du coup, on ne perd pas d'argent en voulant tout détruire et tout refaire. Ce qui est impensable. On va montrer un peu plus dans les détails comment des patterns Helm se traduisent en JavaScript. D'abord, la première brique, c'est la vue. Donc, en Helm, on va décrire la vue de l'application par une fonction pure qui a un modèle autour du HTML. Dans l'exemple du compteur, voilà, on a montré un modèle et notre HTML. En JavaScript, si on veut faire ça directement avec le DOM, c'est pas possible parce que le DOM c'est un objet mutable, c'est pas vraiment une fonction. Ce qu'on utilise c'est React, qui nous permet d'écrire du code finalement assez similaire modulo la syntaxe. On va avoir une fonction render. Notre modèle ça va être les props et on va retourner notre JSX, c'est-à-dire notre HTML. Un des gros intérêts de React, c'est qu'on va pouvoir considérer notre vue comme un ensemble de composants qui sont des fonctions, des propriétés du composant vers le HTML. Et après, derrière, il y a le moteur React qui va nous optimiser le rendu pour réaliser les updates du DOM grâce à un système de virtual DOM avec diff. Ça, c'est pas mal parce qu'on a une bonne composition vu qu'on a uniquement des composants qui sont finalement des fonctions pures. On peut facilement avoir des composants composés de sous-composants et ainsi de suite. Et réutiliser nos composants quand on nous demande de faire des nouveaux projets. Le fait d'utiliser uniquement des composants qui sont purs permet aussi de faire d'autres choses. Notamment pour tester l'interface, on utilise la technique du storybook. Je ne sais pas si ici il y a beaucoup de gens qui utilisent ou qui ont entendu parler du storybook, le concept de storybook. L'idée du storybook, c'est de prendre ces composants et de les faire sortir de leur contexte pour les tester plus facilement en analysant les différents états qu'ils peuvent avoir. Par exemple, pour un formulaire, des fois c'est assez dur ou assez pénible de vérifier que le formulaire affiche bien les cas d'erreur ou que quand il est en mode submitting, tous les champs sont bien grisés avec un bon loader, un bon spinner. Des états qui sont parfois difficiles à reproduire et parfois un peu rapides. Et là, le
grâce au storybook et au fait que nos composants sont purs, on peut facilement les isoler et analyser chaque état et faire en sorte qu'au niveau front, on ait un bon rendu pour chaque situation. Donc, pour venir alimenter ces vues, donc, il faut bien un modèle. Le modèle en Helm se traduit de cette façon. Donc, je ne reviens pas sur le compteur, mais on a ici un entier comme valeur. On peut réaliser des modèles beaucoup plus complexes, hein, avec différents types. Prenons par exemple une voiture. Qu'est-ce que ça donne en JavaScript? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de typage en JavaScript, ce qui fait qu'on a dû donc, se tourner vers une solution qu'on appelle Flow. Je ne sais pas si vous connaissez Flow. Flow nous permet en fait de typer notre code JavaScript à la compilation et non en runtime, ce qui nous permet en fait d'avoir des erreurs décrites avant de pousser le code en production, quoi. Donc ici, hein, l'équivalent JavaScript, hein, qui ressemble assez à ce qu'on a vu tout à l'heure en Helm, avec pareil le typage, la notation en fait, les différents types. Alors, le typage flow, en gros, on vient annoter le code à l'inverse de TypeScript, qui est un concurrent, on va dire, qui lui est plutôt qui vient venir transpiler le code. Ce qui est bien avec elle, c'est qu'on a une détection des erreurs à la compilation, on a une très bonne intégration avec Nuclide, qu'on utilise en tout cas de côté. Au final, ça reste du JS parce que Babel va venir retirer les annotations. Et l'un des avantages aussi de Flow, c'est que le typage est graduel. On va venir mettre un commentaire @flow qui permet en fait de venir typer graduellement son projet et pas tout d'un coup, ce qui est difficilement faisable sur un projet en prod. Donc voici un exemple en la compilation en Flow. Donc on a ici une fonction qui attend donc un number. Donc on lui mentionne des caractères et en lançant donc, la commande flow, on obtient un message explicite qui nous indique qu'on a une erreur au niveau du code avant même de déployer, on va dire, le code. Voici l'intégration avec Nuclide. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi ici l'autocomplétion, ce qui est assez intéressant et aussi pratique quand on bosse à plusieurs sur le projet. Par exemple, en React, ça nous a permis de retirer tout ce qui est prop types. Et, les prop types qui permettent en gros de typer les composants. Donc voilà, ça va plutôt bien avec un client. Pour la troisième partie, c'est l'update. Comment on met à jour le modèle en fonction des événements de l'utilisateur ou des réponses du serveur. Dans Helm, on décrit un type de message et une fonction d'update qui modifie le modèle en fonction des événements, en fonction des messages. En JavaScript, on va utiliser Redux. Donc dans Redux, il y aura le concept similaire d'action et de réducteur. Les actions, c'est ce qui est envoyé par l'utilisateur, l'événement de l'utilisateur. On va décrire le type des actions par un type en flow. Donc ici, on a une action qui a 3 cas possibles, avec dans le premier cas une payload, dans le deuxième cas une payload formée d'une recommandation, et dans le troisième cas une payload qui est un tooltip, un non-tooltip. On va avoir le réduceur qui va modifier le modèle en fonction de l'action. Ça va s'exprimer sous la forme d'un switch. Et ça, c'est assez classique en Redux. Les avantages qu'on va avoir avec Flow, c'est qu'on va pouvoir s'assurer que, par exemple, dans ce cas-là, on a bien un champ recommendation qui existe pour l'action. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cas recommandation. Donc les apports de l'approche Redux, c'est que du coup, tout ce qui est événement utilisateur, on va pouvoir le tracer, le tracé prédictif, on va pouvoir rejouer ce qui s'est passé. Le développeur va pouvoir comprendre ce que font des composants déjà écrits.
ici, on profite de tout l'écosystème Redux. Donc, typiquement, le Redux DevTool permet d'avoir la liste des événements, éventuellement de les rejouer, et de voir quels effets ils ont sur le modèle, notamment les diffs de chaque action. Donc, qui dit réduceur dit code pur. Les fonctions doivent être pures, c'est-à-dire sans side effect, en fait, encore une fois. Donc, en JavaScript, on a différents moyens de s'assurer de l'immutabilité d'une donnée. Objective qui est natif, ce qui ne gère pas la profondeur. On peut utiliser un projet comme DeepFreeze, par exemple, qui existe. Il y a Immutable.js qui est aussi intéressant. Projet proposé par Facebook, qui lui donc, a l'avantage d'avoir une API prête pour pouvoir on va dire, manipuler les objets et être sûr de ne pas les muter. Sauf que bon, ça obscurcit aussi un peu le code, je dirais. Et sinon, il y a une autre solution que nous, on a adoptée. C'est donc un plugin ESLint qui lui permet en fait d'éviter la mutation directement en codant. Donc ça peut se traduire ici dans notre IDE par ici un message d'erreur qui nous indique qu'une action qu'on va entreprendre est interdite à ce niveau-là. Donc on interdit l'utilisation de let, par exemple, qui permet de créer une variable mutable, qui favorisera les consts. Et voilà, tout simplement. Donc pas de mutation. On reste dans la philosophie de N, bien sûr. Alors, ce qu'il nous reste encore à explorer, parce que c'est quand même un sujet assez vaste, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire tout ce que L fait, non. C'est juste qu'en appliquant tous ces petits patterns, on va dire, on arrive à avoir un code beaucoup plus solide, moins buggé, et aussi travailler en groupe, c'est beaucoup plus simple. Ce qui nous reste à explorer, c'est tout ce qui est donc side effects, les commandes des tasks en L, est-ce qu'on utilise des promises, est-ce qu'on reste sur du middleware Redux Punk ou les sagas. Je sais pas si vous avez entendu parler des sagas, ceux qui font du React. Les sagas, en fait, utilisent les ESI Generators. On peut avoir des daemons, en fait, qui vont être appelés lorsqu'on dispatche une action. Ensuite, faire un peu l'API. Donc, les subscriptions qui existent en L, en gros, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on doit écouter les WebSockets, les clics, tous ces side effects, en fait, vont venir naturellement codés dans le composant en React aujourd'hui. C'est encore un manque qu'on doit encore explorer. Et donc tout ce qui est donc des codes pour pouvoir décoder un objet qu'on obtient depuis l'API, par exemple, pour s'assurer que ce que le serveur nous renvoie est correct. Il y a des techniques qui existent en L, avoir en JavaScript ce qu'on peut faire pour pouvoir avoir quelque chose on va dire de plus solide. On a le temps pour une petite question ou deux, et puis Oui, après, il n'y a pas de problème. on continuera autour des pizzas. Du coup, quand tu vérifies ton code avec Flow, il va vérifier que les fichiers qui sont commentés, ou il va vérifier les fonctions qui sont commentées, plus tous les appels, même sur du code JS, pas Flow compatible. Justement, la politique de Flow, c'est de venir en fait analyser uniquement les fichiers où on a explicitement écrit un commentaire @flow. Voilà. Ce qui permet du coup d'avoir un typage qui est graduel et de ne pas typer des codes un peu plus legacy, on va dire. Parce que quand on se lance dans le typage, du coup, ça soulève d'autres questions, d'autres problèmes qu'on n'avait pas vus quand on codait sans le typage. Quand on appelle des fonctions qui sont des fichiers non typés, des fichiers typés, le CLID permet d'avoir l'option de souligner en orange ces appels-là. Du coup, le plugin ESLint que vous utilisez, immutable, ça enlève toutes les mutations possibles ou c'est uniquement l'imitation d'un paramètre, par exemple, d'une fonction? Alors c'est purement syntaxique, ça interdit les let, ça interdit la construction objet.champ égal, et ça interdit la construction variable égale. Mais du coup, vous devez utiliser une bibliothèque à côté
peut-être. Après, par contre, l'avantage quand on utilise les objets et les arrays standards de JavaScript, ça permet de les loguer facilement, etc. On utilise l'opérateur split pour pouvoir dupliquer les objets. On fait que du JavaScript natif en utilisant ça. Du coup, on a les erreurs. Après, ça vérifiera pas, par exemple, si tu fais un array.push, ça, il va pas le détecter, quoi. C'est un truc qui détecte. Vous pouvez pas lancer un petit projet en M, mais vous tentez de tout approcher de ça. S'il n'y a pas moyen de faire un peu, vu que là, Flow, c'est plus exactement du JavaScript, etc. On transpire. Non, il ne vaut pas mieux passer le pas, ne serait-ce que pour se lancer sur un projet. Si tous les intérêts d'architecture valent le coup. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, nous on veut bien faire du Helm. Le truc c'est qu'on a un boulot, il y a un business, il faut gagner son pain, on va dire. C'est pour ça que j'ai dit petite application. Ouais, voilà, mais voilà, l'idée, c'est vrai que nous on aimerait bien pouvoir faire ça sur des projets internes, par exemple à la boîte, sur des petits POC ou des petites applications en interne. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est quand même, Helm est quand même très jeune. JavaScript, ça fait longtemps que ça existe. Il faut, voilà, on ne va pas essayer de réinventer la roue, on essaie de s'inspirer de ce que Helm fait le mieux. Et on va dire, on subit un peu le langage, mais c'est quand même mieux que ce qu'on avait auparavant. J'avais une remarque par rapport à ça. Parce que ça m'a fait penser à Richard Feldman, qui est un pionnier de Helm aujourd'hui, et qui bosse aussi dans une boîte qui en est un gros produit dans Reddit. Et lui, son approche, je l'avais trouvé maligne, c'est de dire on va prendre un petit composant qu'on va arrêter quelque part, et juste en fait on introduit au fur et à mesure du Helm dans notre application. Parce qu'il ne faut pas parler de Oui, c'est vrai que c'est. Est-ce que cette approche-là aussi peut pas être intéressante, sans même faire un projet à côté qui prend du temps, de dire tiens, le prochain composant, on va le faire en Helm, on le plug, et puis on voit ce que ça donne. Alors je pense que c'est une bonne approche. En effet, j'avais lu certaines choses là-dessus. Avec les ports, en Helm, on peut communiquer avec l'extérieur. On peut imaginer qu'on a notre application et qu'on a un formulaire d'inscription par exemple en Helm. Et donc du coup, c'est vrai qu'on limite en fait l'impact du changement. Introduire dans ton projet. Exactement. Maintenant, il faut avoir la garantie que Helm va continuer. Je pense que ça va continuer, mais c'est vrai que voilà, on est à la 0,17. De la 0,16 à la 0,17, il y a eu pas mal de changements avec le retrait des signaux, etc. Voilà, il faut être actif. Donc, voilà, donc pour répondre à ta question, je pense que c'est une idée, mais il faudrait voir. Faire du cas par cas. Et il faut avoir du temps. Ouais. T'as eu du temps pour étudier Redux Saga, Flow, Type, etc. Ben ouais, je fais du Helm quand je peux chez moi, mais au boulot pour le moment, on n'y est pas encore. Mais on ne sait jamais. L'espoir fait vivre. On continuera après. Merci. Merci.